Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Thierry Messant et de Islam Lou. Bonjour messieurs. Bonjour. Hello. Donc cette interview se passera en français et en anglais. Nous allons parler de Daesh. Et donc ma première question sera pour Thierry Messant. D'où vient ce Daesh? Qui a financé ces combattants? Alors, Daesh, ça a une histoire assez longue en fait, parce qu'avant il y avait un groupe qui existait en Irak. Ce groupe est venu en Syrie, s'est transformé en Syrie et a pris le nom d'Émirats islamiques en Irak et au Levant. Je dis bien au Levant parce que le Levant, c'est toute cette région. Ça comprend l'Irak, ça comprend l'actuelle Syrie, ça comprend la Jordanie, ça comprend Israël, ça comprend la Palestine, ça comprend le Liban. Donc leur vision, c'était sur tout cet ensemble. Ce qu'on appelle la Grande Syrie géographique. Donc ce groupe de Daesh a été constitué par les États-Unis pour deux objectifs principaux. D'abord, commencer le remodelage du Grand Moyen-Orient que l'on évoque depuis très longtemps, mais qui a toujours échoué parce que en 2003, quand ils ont essayé de le faire en Irak, on ne pouvait pas couper l'Irak en trois sans faire un nettoyage ethnique. Et un nettoyage ethnique, c'est un crime contre l'humanité. Donc l'armée des États-Unis ne pouvait pas faire ça de manière trop visible. Alors, par contre, un gouvernement terroriste qui ne dépend d'aucun État, qui est des gens inconnus comme ça, peuvent faire le sale boulot et après on en profitera. Une petite question pour les internautes. Qui est ce El-Baghdadi et d'où vient-il? Alors Al-Baghdadi, c'est un des chefs de l'armée syrienne libre. J'insiste beaucoup là-dessus parce que en Europe, les médias distinguent les modérés des extrémistes. Mais il faut savoir que ce sont les mêmes personnes. À un moment, ils prennent un drapeau et les mêmes personnes changent de drapeau, puis reprennent un autre, puis un troisième, etc. Ça, c'est selon la nécessité du moment. Donc M. Al-Baghdadi, sous le nom d'Abou Youssef, était un des chefs de l'armée syrienne libre, ainsi que l'atteste une photo de la rencontre, illégale d'ailleurs, mais de la rencontre du sénateur John McCain avec l'état-major de l'armée syrienne libre, où il est présent en tant que responsable de l'armée syrienne libre. Mais il était déjà à ce moment-là, au même moment, le chef des extrémistes, tout en étant un des chefs des modérés. Il était le chef de Daesh dès ce moment-là. Alors, son histoire personnelle est assez difficile à établir, mais il y a au moins quelque chose qui est certain, c'est qu'il a été à un moment donné prisonnier des États-Unis et qu'il a été libéré par les États-Unis. Voilà. D'accord, donc chacun en tirera les conclusions qui veut. Mais je voudrais insister sur les armes, mais surtout aussi l'argent. Parce qu'on a vu un débat télévisé sur la télévision française entre Léa Salamé, c'était chez Ruquier, avec François Asselineau, où Léa Salamé disait que ils se sont financés grâce aux puits de pétrole. Alors ça paraît quand même un petit peu bizarre, puisque les puits de pétrole, ils les avaient pas au départ. Voilà, ils les avaient pas au départ. Non, en fait, d'abord... si vous voulez envahir un pays qui est à la taille de la Jordanie, vous ne pouvez pas le faire avec une petite équipe, renverser les institutions et prendre le pouvoir. Vous avez besoin d'être nombreux déjà. Donc comment un groupuscule est devenu tout d'un coup, en un clin d'œil, une grande armée comme ça? Eh bien, en intégrant des gens qui jusque-là se battaient avec d'autres drapeaux. La plupart des gens qui forment Daesh ont été formés par les États-Unis, en Jordanie et en Turquie. Et aussi, c'est les États-Unis qui étaient responsables, mais il y avait des formateurs français, du gouvernement français qui étaient là, notamment des gens de la Légion étrangère qui ont été formés, ces gens de Daesh. Alors, ensuite, au dernier moment, on leur a livré des armes lourdes, parce qu'ils ont envahi le pays avec des armes lourdes. Ils en ont pris sur place, mais pour les prendre, il fallait déjà en avoir. Donc ces armes lourdes ont été achetées par les Saoudiens en Ukraine, puisque maintenant, là-bas, c'est la foire générale. Bon. Donc ils ont racheté des armes là-bas. Ça a été transporté par avion en Turquie et par bateau en Turquie. Et là, en Turquie, le MIT, le service secret turc, donc qui dépendent de l'OTAN, ont affrété un train spécial qui a amené ces armes à Daesh. Ensuite, Daesh
pour sa mission, a reçu 2 cellules supplémentaires que jusqu'à présent aucun groupe terroriste n'avait eu. On leur a donné des spécialistes de la communication, donc des gens qui ont été formés à Fort Bragg aux États-Unis, qui ont vraiment un très bon niveau, et des administrateurs civils, c'est-à-dire des gens qui sont capables, qui ont la capacité d'un préfet. Quand ils ont envahi le pays, tout de suite, ils ont créé 9 préfectures en Syrie et 7 préfectures en Irak. C'est là où on voit qu'ils sont vraiment très bien organisés, quoi. Oui, mais ça n'est pas un personnel que vous trouvez dans les djihadistes. Hein. C'est pas possible. Ça demande des formations très complexes. De même, ils avaient avec eux des pilotes d'avions de chasse et des pilotes d'hélicoptères de combat. Donc ça, vous savez qu'il se peut qu'il y ait d'anciens pilotes de l'armée irakienne qui les aient rejoints. Mais un pilote de chasse ou d'hélicoptère de combat, si vous arrêtez de vous entraîner pendant un mois, on ne vous laisse plus remonter. Hein. Il faut reprendre tout à zéro. Hein. Donc ça, c'est des gens qui sortent d'une armée organisée qui sont arrivés là. Le financement. Alors, le financement, on dit, ça vient du Qatar et d'Arabie Saoudite. Oui, mais ça vient du Qatar et d'Arabie Saoudite parce que ce sont 2 États, j'insiste, ce sont des États, ce n'est pas des personnes privées comme on le prétend, qui payent ces choses-là. Il faut beaucoup d'argent pour ce genre d'opération. Une guerre, ça se fait avec beaucoup d'argent. Et c'est une vraie guerre. On a pris un terrain plus grand que la Jordanie. Hein. Donc l'argent fourni à la demande des États-Unis par ces 2 États qui ne mettent pas directement l'argent à la poche, parce que sans ça, ils pourraient se retrouver un jour coincés. Mais comme dans toute opération secrète, on donne l'argent à des gens riches qui eux-mêmes le donnent à ces groupes. L'ensemble de cette opération a été préparé par plusieurs réunions, dont 2 qui se sont tenues à Amman fin mai et début juin. Participer à ces réunions, dont le document final a été publié par le PKK en Turquie, dans un journal turc, hein, un journal kurde de Turquie. Donc, dans ces réunions participaient les représentants du gouvernement régional du Kurdistan. C'est très important, parce qu'on nous dit qu'il y a un combat entre les Kurdes et Daesh. Ça n'est pas vrai. Les Kurdes du Kurdistan irakien soutiennent Daesh. Ce sont les Kurdes de Turquie et de Syrie, ceux du PKK, qui luttent contre Daesh. C'est pas du tout pareil. Bon. Et les Kurdes du Kurdistan irakien obéissent à la famille Barzani, qui est le président de cette région. Donc la famille Barzani, qui depuis les années 50 est officiellement, c'est pas du tout un secret, il y a plein de documents là-dessus, est officiellement les délégués du Mossad dans cette région, des services secrets israéliens. Monsieur Barzani, il est kurde, mais il est d'abord un agent officiel du Mossad. Donc, cette opération a été créée par les États-Unis et par l'État d'Israël, ensemble. Et l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie et les officiers français, j'insiste, il y a des officiers français actuellement, pas il y a 20 ans, hein, il y a des officiers français et des officiers britanniques dans Daesh aujourd'hui. Donc tous ces gens-là ont travaillé ensemble pour produire ce résultat. Ok, merci. Alors, my last question. Jugé coupable. Donc c'est ça la vision à long terme et la vision, je dirais, globale, la plus élevée et la plus cohérente de cette analyse de l'État islamique, hein, comme je le dis, qui ne peut pas exister sans le bon vouloir des Américains, qui crée un chaos local, et même quand les Américains les bombardent, c'est pour les circonscrire, c'est-à-dire c'est pour éviter que personne ne gagne. Car dans cette stratégie du chaos contrôlé, il faut qu'il n'y ait ni vainqueur ni perdant, mais que la guerre totale dure le plus longtemps possible, de manière équilibrée et affaiblisse tout le monde. C'était déjà la stratégie américaine à l'époque de la guerre Iran-Irak. Rappelez-vous, une guerre de 8 ans que personne n'a gagné, mais qui a affaibli les deux, qui a été la grande faute de Saddam Hussein, de croire que les Américains lui donneraient les moyens de la gagner. Et sa faute lui a coûté la mort.